Vladimir Poutine va-t-il oser nous couper le gaz? Cette menace qui plane sur l'Europe, on le sait, depuis le début de la guerre, prend un nouveau tournant aujourd'hui puisque la Russie accroît encore la pression pour facturer donc son gaz en roubles. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Alors, pardon de rappeler un peu, de remettre un peu de contexte. Vladimir Poutine avait lancé, c'était la semaine dernière, une espèce d'ultimatum. Hier, c'est un détail, mais quand même le président de la Douma, la chambre basse du Parlement, qui parle évidemment avec l'assentiment de Poutine, qui dit si vous voulez du gaz, trouvez des roubles. En réponse, il faut expliquer qu'Emmanuel Macron, tout comme le G7, a refusé et refuse de payer le gaz russe en devise, en roubles. Et là, on se dit qu'on est dans le dialogue de sourds. Avec encore une fois un président russe, on ne sait pas, on se pose la question, est-ce qu'il bluffe avec son histoire de facturation en roubles? Parce qu'il nous met comme une pression de plus en plus forte. Avec aujourd'hui, et c'est l'actualité, je le disais, le gouvernement russe, la Banque centrale russe et Gazprom qui vont présenter au président Poutine un rapport sur la mise en place d'un système de paiement, justement, système de paiement en roubles. Voilà. Et donc, dialogue de sourds pour l'instant, hein, Charles. Alors, vous allez voir, il s'est passé des petites choses dans les dernières heures qui me permettent de penser qu'on va se diriger vers un accord, mais première question, pourquoi refuse-t-on finalement de payer dans la monnaie du type qui nous vend le produit? Parce qu'il y a des contrats, et dans les contrats, c'est écrit qu'on paye en euros ou en dollars. Oui, mais pourquoi ces contrats, historiquement, sont-ils faits de telle sorte qu'on paye en euros ou en dollars? Oui, mais c'est le contrat. Non, mais attendez David, c'est très important, parce que justement, vous savez, les contrats, historiquement, c'est comme les accords. Vous savez ce qui se passe généralement des accords et des contrats dans l'histoire du monde et de l'humanité? Eh bien, quand ils n'arrangent plus les deux parties, généralement, vous avez une des parties qui se lève et qui s'en va. Et c'est le général de Gaulle disait, quand on est couillonné, on se lève et on s'en va. Bon. Donc, les accords, c'est exactement ça qui se passe. Les accords ne tiennent que tant qu'ils tiennent. C'est pas parce que vous avez signé un bout de papier, David, c'est une croyance imaginaire, c'est une convention sociale, si vous voulez. On y croit, c'est important, hein, c'est comme la valeur de la monnaie. Ça s'appelle le droit. C'est fondamental, ça s'appelle le droit, si vous voulez, David, mais le droit, ça change. Le droit, ça change à toutes les époques, à toutes les périodes, et donc notamment à oui, mais la réalité, encore une fois, d'aujourd'hui, c'est que ces contrats d'approvisionnement signés par Gazprom avec des clients européens qui achètent, le gaz est censé être libellé en euros ou en dollars. Voilà. Oui, mais là... Ça, c'est la réalité, ça. Non, ça, c'est la réalité juridique du jour. La réalité historique, c'est que si vous voulez du gaz, un jour, vous allez le payer en roubles. Si vous voulez des iPhones, un jour, vous allez les payer en yuan. Pourquoi? Parce que derrière cet enjeu et derrière ces discussions, et c'est pour ça que je vous demandais pourquoi refuse-t-on de payer en roubles le gaz qui est vendu par des Russes qui ont une monnaie qui s'appelle le rouble. Tout cela serait très logique d'acheter en roubles. Vous me dites c'est parce que c'est les contrats. C'est vrai d'un premier point de vue. Mais si on creuse, la réalité, c'est que derrière, vous avez évidemment une tentative de renégociation de la Russie, de l'ensemble de ces contrats, puisque la Russie est soumise à des sanctions qui sont très fortes. Donc vous savez, les sanctions qu'on impose à la Russie, elles ne sont pas dans les contrats non plus, si vous voulez. Donc évidemment... Donc c'est une forme de contre-sanction. C'est une contre-sanction et ce sont des négociations. Et dans les négociations, c'est toujours celui qui a le plus d'arguments qui l'emporte. En l'occurrence, les Russes ont du gaz et nous, on en a besoin. Donc si on ne veut pas avoir froid... Mais pour l'instant, les Européens, comme les Occidentaux, ne veulent pas payer en roubles. Donc la question, c'est est-ce que Poutine ira jusqu'au bout de ses représailles et encore une fois, quitte à couper le robinet aux Européens du gaz? Comme un fou, David, Poutine qu'on présente comme un fou, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a tout simplement proposé, c'est le moyen terme vers lequel on semble s'orienter, que les Européens et l'Allemagne notamment payent son gaz en euros à Gazprom Bank, qui est l'une des seules banques et des seules grosses entreprises russes qui ne sont pas soumises aux sanctions actuelles. Donc c'est Gazprom Bank qui va percevoir les euros et évidemment Gazprom Bank qui va tout de suite changer ses euros contre des roubles et qui va faire l'opération de change. Bon, c'est un tour de passe-passe qui ne change rien à la situation en fait. Ça ne change rien à la situation. La réalité, c'est que vous avez, quand vous regardez le cours du rouble, c'est absolument extraordinaire, avec une volatilité absolument folle. Il y a un mois, le rouble valait globalement, il fallait 90 roubles pour avoir un euro. Au moment où on prend les sanctions, au début de l'invasion, on va monter jusqu'à presque 170 roubles pour un euro. Donc vous voyez, on passe de 90 roubles à 170 roubles. Donc le rouble perd énormément de valeur. Quasiment la moitié de sa valeur. Absolument. Et puis là, aujourd'hui, on est quasiment revenu à 90 roubles, c'est-à-dire au niveau
cours du rouble d'avant-guerre. Mais donc, il n'y a plus besoin de le soutenir, le rouble, parce qu'on se disait que c'était une manœuvre de la part de Moscou pour justement raffermir, contraindre les Occidentaux à acheter du rouble et donc raffermir la devise qui avait été attaquée. Ça va bien plus loin. Au même moment où je vous dis que vous avez un accord, David, entre l'Allemagne et les Européens pour un paiement en euros à Gazprom qui transférera en roubles et qui fera l'opération de change, vous avez le ministère des Affaires étrangères chinois qui vient d'annoncer qu'il allait restreindre les visas des responsables américains. Bon. Donc, si vous voulez, vous êtes dans un combat mondial. Encore une fois, il ne faut pas se focaliser, c'est dramatique, mais sur la guerre en Ukraine, qui n'est qu'une bataille dans une guerre bien plus grande. Il ne faut pas se focaliser sur le sujet du rouble et du paiement du gaz en rouble en Europe, pour la simple et bonne raison que ça va bien plus loin. Et l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est la répartition des pouvoirs dans le nouvel ordre mondial qui est appelé par tout le monde, en fait. Bon, là, c'était remettre les choses de telle manière à ce que ce soit cohérent. On en a parlé ensemble, je pense, il y a 15 jours. Ça, mais là, Charles, vous mon êtes sujet, sur la il y a plus court terme, se rassurer ou pas en disant qu'il y a cette menace et ce scénario extrême auquel peu de gens croient, effectivement, parce que si Vladimir Poutine coupe effectivement l'arrivée du gaz aux Européens, c'est 500-700 millions d'euros de recettes tous les jours qui ne rentrent plus dans les caisses de l'État. Puis potentiellement, ça veut dire des sociétés clientes européennes qui peuvent attaquer devant un tribunal arbitral international Gazprom avec des dédommagements qui peuvent être en dizaines de milliards. On s'en fiche complètement, David, on se fiche complètement du tribunal international quand vous sortez vos blindés et que vous êtes en train de bombarder des villes et de tuer des gens. Enfin, si vous voulez, à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'il y a deux choses. Vous avez le temps normal avec le tribunal arbitral et l'utilité d'un avocat, et puis l'utilité d'un avocat d'affaires sur un tribunal arbitral quand les bombes tombent et qu'on s'échange des bombes nucléaires. Si vous voulez, l'avocat international, il a strictement plus aucune utilité. Vaut mieux avoir un abri anti-atomique. Oui, donc, certes, mais le sujet du jour, Charles. David, écoutez-moi, oui. Le sujet du jour, c'est le pétrodollar et c'est la domination du monde à travers les monnaies. Ouais. C'est ça le sujet fondamental derrière cette histoire de gaz russe. Et donc ce que vous avez là sous les yeux, c'est un combat majeur pour le sujet de la domination monétaire du monde et la répartition monétaire. Pour l'instant, c'est le dollar, point barre. Pour le moment, c'est le dollar, point barre. Sauf que, pourquoi c'est le dollar? Avant, c'était le dollar jusqu'à Bretton Woods, 1945, c'est le dollar, il est baqué sur l'or. 1971, fin de Bretton Woods, c'est toujours le dollar, mais il est plus baqué sur l'or, mais il est baqué sur le pétrole. Et ça devient le pétrodollar parce que les États-Unis imposent au monde entier d'utiliser leur monnaie, le dollar, comme étant la monnaie des échanges de pétrole et donc de manière plus large d'énergie. Et aujourd'hui, vous avez une rupture fondamentale qui est l'équivalent d'un nouveau Bretton Woods, qui est ni plus ni moins qu'un nouveau système monétaire international que vous avez en gestation là, sous vos yeux. C'est d'ampleur absolument historique. C'est comme Bretton Woods en 45, fin de Bretton Woods en 71, et on vous parlera peut-être du nouveau Bretton Woods de 2022 dans les livres d'histoire. Et c'est peut-être la fin sous vos yeux, ou le début de la fin, ou une inflexion de la fin du pétrodollar vers des monnaies matières premières et qui sont que le rouble deviendra une monnaie matière première pour la simple et bonne raison que les pétromonarchies, encore une fois, je vous renvoie, on en avait parlé ensemble, David, vision 2030 pour l'Arabie Saoudite, en 2030, il n'y a plus de pétrole, donc il n'y a plus de pétrodollar saoudien en 2030, ça veut dire que les États-Unis sont confrontés à un immense problème monétaire parce que leur monnaie n'est plus baquée sur rien. Et si au même moment, vous avez la Russie, qui dans les échanges internationaux est le dernier grand pays à avoir beaucoup de réserves et qui le vend en rouble, si vous avez la Chine qui dit « moi je vends plus en dollars, je vends en yuan pour mettre ma monnaie en avant », eh bien vous n'avez plus de pétrodollar, vous n'avez plus l'euro et le dollar qui sont les monnaies de référence du monde entier, mais vous avez un réagencement du système monétaire international. J'entends. Charles, ce possible basculement, il est intéressant, on vit peut-être l'histoire, mais en attendant, il faut faire le plein d'essence et il faut se chauffer. Et la question qu'on se posait, et je veux qu'on finisse là-dessus, c'est de se dire, et selon vous, mais votre propos il est clair, c'est que Poutine ne coupera pas, selon vous, le gaz, un accord sera trouvé. D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il disait apparemment hier à Olaf Scholz, le Premier ministre allemand, qu'un changement de devise ne doit pas mener à une détérioration des conditions des contrats des entreprises européennes qui importent du gaz. Donc on comprend en creux que la Russie est prête à nous vendre son gaz moins cher si le rouble était trop déprécié, ce qui est moins le cas en plus aujourd'hui. L'enjeu
L'enjeu n'est pas pour la Russie de couper le gaz à l'Europe. L'enjeu pour la Russie est aujourd'hui de s'abstraire des sanctions. Elle est d'avancer dans son autonomie, dans son indépendance. Elle est d'obtenir la place qu'elle estime dans le concert des nations. Vous avez la même problématique pour la Chine. Donc la Chine ne souhaite pas continuer à arrêter de nous vendre des bidules, mais simplement revoir la manière dont elle est rémunérée et sa place dans la chaîne de valeur et dans le monde politique et économique. Et vous avez la même problématique pour la Russie. Et c'est ça qui est en train d'être négocié. Le fait de couper l'alimentation. Mais même quelques jours, Charles, même quelques jours, certains disent que Moscou pourrait fermer le robinet du gaz quelques jours avant de le rouvrir pour semer un peu la panique chez les Européens, reprendre, être en position de force, faire bondir le cours du gaz et mieux négocier derrière. Oui, ça peut arriver. Mais ça sera, si vous voulez, a priori, plutôt mineur. Et le vrai problème auquel nous sommes confrontés, c'est plutôt évidemment l'augmentation des prix et l'inflation des prix de l'énergie, plutôt que la disponibilité immédiate des prix de l'énergie. Voilà. Mais l'énergie, de toute façon, va en se raréfiant, et c'est parce qu'elle va en se raréfiant que son coût va en augmentant. Bon, le scénario, en tout cas, du robinet qui se ferme de la part du Kremlin, ça, vous n'y croyez pas? C'est pas que je n'y crois pas, c'est que je dirais que pour le moment, nous n'y sommes pas, pour la simple et bonne raison que la Russie est pragmatique et l'un des gros clients de la Russie, c'est l'Europe, et que la Russie n'a pas intérêt à se couper d'un de ses gros clients et d'une de ses recettes de devises. Donc non, il y a encore des coopérations internationales avec la Russie qui fonctionnent. Regardez, il y a quelques heures, la Russie a ramené notamment un astronaute américain, me semble-t-il, de la station spatiale orbitale. Bon, voilà. Donc il y a encore des coopérations qui fonctionnent. Tout n'est pas coupé, tout est en train de se négocier et les négociations sont très dures et dans ces négociations, nous aurons des moments de tension extrêmes, parfois même évidemment des moments de tension militaire extrêmement violents. Donc oui, on peut avoir une coupure, mais il y a peu de chances que la coupure soit définitive ou soit de très très longue durée parce qu'un accord sera très très vite trouvé pour la simple et bonne raison que les Allemands ne peuvent pas avoir leurs usines demain à l'arrêt. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana pour le site Insolentiae. Merci Charles. Merci David. Salut.